Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue dans l'émission Entre nous, essentiellement consacrée à l'éducation. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons un écrivain ou bien un homme de lettres pour parler de l'écriture, pour parler de la littérature et également pour parler de l'éducation malienne. Cependant, aujourd'hui, nous avons comme invité M. Abdoulaye Cissé. Il est écrivain malien. M. Cissé, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Avec moi, nous allons parler de son livre intitulé Ina. Mais avant de commencer, permettez-moi de faire une brève aperçu sur sa biographie. Comme vous le savez, Abdoulaye Cissé, il est né à Badiangara et il se passionne pour la littérature dès son jeune âge et il se découvre un amour pour l'écriture. Après ses études universitaires en sciences sociales, option sciences de l'éducation, il entame plusieurs autres formations, notamment en sécurité sociale et en stratégie de communication politique. Alors, Monsieur Cissé, est-ce que cette biographie vous ressemble un peu? Oui, c'est ma biographie. Et là, vous retracez au juste une partie de mon parcours. D'accord. Okay. Je vous le rappelais tantôt, nous allons parler de son livre intitulé Ina. Sans tarder, pourquoi vous avez choisi d'écrire cette œuvre, un roman, de façon très brève? Ok, bonjour d'abord. Je remercie à la FIA TV pour m'avoir invité dans ce plateau. Donc, pour répondre à votre question, je suis d'abord fils d'enseignant. Je tiens vraiment à le dire ici et à remercier vraiment mon papa qui me suit peut-être pour la qualité de la formation reçue. Donc, depuis tout petit, j'ai été très très passionné d'abord dans les lettres. Je lisais beaucoup avec les aventures de Kouakou. Et à chaque semaine, mon père nous donnait des romans à lire et on comptait ce qu'on a appris dans ce roman-là avec mes frères. Donc après cela, maintenant, quand j'ai atterri à la mission catholique à Banyagara, donc chaque mercredi avec les frères, on était là, tout le temps en train de lire. Donc c'est là que, et pour répondre à votre question, j'ai eu cette source d'inspiration, surtout quand j'ai commencé à travailler dans le milieu rural. C'est le milieu rural qui a fait que je peux réaliser ce rêve d'enfant. Le milieu rural, comment quand j'ai été affecté nouvellement à Bankoumana, c'est là, donc à 19h, 20h déjà, vous allez voir qu'il n'y a personne. Donc j'étais seul là, je me posais des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Pas de connexion Internet. J'ai dit, mais pourquoi ne pas réaliser au juste ce rêve d'enfant là que j'avais tout petit, de pouvoir écrire un roman? C'est là que c'est venu, j'écrivais les histoires au fur et à mesure. Et là, c'est ce qui a donné ce que vous avez là, ici, en face de vous. Alors, Ina, c'est le nom du livre, de ce roman. Est-ce que ce nom, Ina, est révélateur? Bon, c'est un nom que j'ai choisi parce que le livre même parle de deux personnes, Ina et Adou. Mais je préférais Ina parce que Ina sonne beaucoup plus. Bon, je pouvais dire Adou et Ina. Mais j'ai pris le nom Ina parce que ça sonne bien. Et c'est fait de 3 lettres. Et donc là, ça attire beaucoup. D'accord. Parlant du fond de ce roman, quelles sont les thématiques que vous abordez? Bon, dans ce roman, j'aborde plusieurs thématiques. À savoir d'abord l'amour, jusqu'où l'amour peut nous amener. Et le second, c'est je mets l'accent sur l'éducation. Et de 3 aussi, je mets l'accent sur l'effet de nos sociétés parce que notre société est confrontée à plusieurs mots qu'on ne pourrait citer. D'accord. Voilà. Vous traitez la thématique de l'amour dans ce roman. L'amour apparaît sous quel angle selon vous dans ce roman? Bon, l'amour apparaît, comme vous savez que l'amour est universel. L'amour, on ne le choisit pas, ça vient quand il vient. Donc l'histoire même que je raconte, c'est entre deux jeunes qui se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Et donc, Adou est tombé sous le charme de Ina, le jour même de la présentation même des nouveaux recrues. Et c'est quand cette dernière s'est levée pour se présenter, c'est là automatiquement qu'il a su que voici son âme sœur. Donc là, au fur et à mesure, il a commencé, mais dès le début, lui, il a compris, mais il a commencé à la voir, à la côtoyer au fur et à mesure. Il a su comment? Bon, le coup de foudre, ça vient comme ça. C'est une histoire, c'est une fiction que je raconte. J'essaie de relativiser les faits. J'essaie de me mettre à la place de Adou même en personne, en
traitant ces temps-là. Donc, vous avez vu, quand vous avez un coup de foudre, ça vient comme ça. Automatiquement, vous êtes là, vous êtes là, vous tremblez. Vous êtes là, vous avez ces frissons qui sont là. Ça, c'est les manifestations. Ça, c'est les manifestations qui viennent quand vous savez personnellement que vous rencontrez la bonne personne avec qui vous allez faire, pourquoi pas, le reste de votre vie. D'accord. Quelle est la particularité de ces grands amours que vous parlez entre Ina et Adou et les autres amours? Oui, la particularité surtout, c'est quoi? C'est que Adou a su garder son calme, il a su attendre Ina et il a su aussi, au fur et à mesure qu'ils avançaient, parce que Ina n'était pas trop pour... Vous savez bien que dans notre société, même si on ressent quelque chose pour un homme, c'est très rare pour une femme de pouvoir dire réellement ce qu'elle ressent au fond de son âme pour un homme. Parce que pour ne pas être traité de vous m'excusez du terme si je trouve la bonne prononciation. D'accord. Voilà. Donc, Adou a su attendre Ina, malgré les imperfections qu'il y a eu au fur et à mesure. Elle était tellement réticente, mais il a été courageux, et jusqu'à ce qu'il parvient à gagner le cœur de cette dame-là. D'accord. D'accord, ça c'est compris. Selon vous, l'amour est-elle réel? L'amour est réel. Si, l'amour est réel. Comment? L'amour est réel. Vous n'avez jamais été amoureux, monsieur Diallo? D'accord. Non, là, c'est moi qui vous pose cette question. Oui, bon, on ne va pas inverser le rôle, mais en tout cas, vous êtes censé répondre à cette question. Est-ce que l'amour peut bouleverser jusqu'à ce point? Si, l'amour peut bouleverser. Les déceptions amoureuses, on en trouve beaucoup. Beaucoup. Surtout quand on tombe surtout sur la mauvaise personne. Une personne à qui on a tout donné. Une personne à qui on a donné toute notre attention. Une personne qu'on a tant aimée. Une personne qui a envahi notre vie. Et du jour au lendemain, et que elle vient à vous quitter. Ça va dans les deux sens, côté masculin, côté féminin. Donc là, vous allez voir le choc émotionnel que cela va provoquer. D'ailleurs, même dans ce roman, on constate que ce n'est pas la première fois que Ina ait une liaison avec un autre. Donc là, je reviens un peu en arrière. Dans ce roman-là, parce que Ina a été réticente. Pourquoi? Parce que Ina a déjà su, elle a déjà eu un premier mariage qui a très mal tourné. Une déception douloureuse. C'est ce qui a fait qu'elle a ralenti. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, elle essayait de sortir pour qu'elle puisse vraiment avoir sa paix de cœur. Parce que vous savez aussi bien que lorsque vous sortez dans une déception amoureuse, c'est valable. Même le divorce, je ne le souhaite pas. Vous allez voir que quand vous venez à divorcer avec votre femme ou votre mari, vous pouvez faire au moins 5 ans, 6 ans, le choc est là. Là, vous allez tout le temps, même s'il y a quelqu'un qui est là à côté, qui essaie vraiment de vous remonter le moral, essaie vraiment de vous avouer sa flamme. Vous allez toujours penser que vous allez refaire la même chose que vous avez eu à faire dans votre précédent mariage. D'accord. Voilà. Ça, c'est compris. À côté du thème de l'amour, vous avez brossé le thème de l'éducation, les problématiques qui assaillent notre système éducatif. Pouvez-vous nous énumérer quelques problèmes qui sont au centre de notre système éducatif au Mali aujourd'hui? D'accord. Vous savez aussi bien que moi que l'école malienne est confrontée à plusieurs crises, et c'est là depuis des années. Par exemple, maintenant, vous avez l'insuffisance des enseignants, vous avez l'insuffisance des documents dans nos différentes bibliothèques nationales, et aussi vous avez l'effectif pléthorique. Vous avez vu que vous partez dans des écoles publiques, vous allez voir la pléthore. Dans une salle de classe qui est censée avoir au moins 45 à 50 personnes, vous pouvez trouver plus de 100, souvent, surtout au second cycle, 100 personnes. Et aussi, nous avons les grèves intempestives qui gangrènent. Vous avez vu, si nous n'assistons pas à celle des enseignants, nous assistons à celle des élèves. Mais précisément, je vais parler pour le cas des élèves surtout. Vous avez vu que notre milieu scolaire est toujours... l'année scolaire est toujours incomplète. Toujours.
toujours incomplète. Souvent, il peut y avoir des grèves qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. Cela est dû, par exemple, maintenant, surtout concernant les élèves, l'AIM avant sa dissolution. Vous allez voir qu'il y a le retard du paiement des bourses, des trousseaux, parce que vous allez voir aussi que au moins la quasi-totalité des universitaires sont issus des milieux ruraux. Ils ne vivent que de leurs bourses. Ils ne vivent que de leurs bourses pour pouvoir se documenter. Ils ne vivent que de leurs bourses pour pouvoir manger. Et ils ne vivent que de leurs bourses pour pouvoir se déplacer. Par exemple, maintenant, ceux qui sont logés au campus de Badla pour rejoindre Kabbalah. Donc, et après ça aussi, vous avez vu que les conditions aussi déplorables dans lesquelles vivent ces étudiants-là. Et on peut ajouter aussi le fait que ces étudiants aussi, il faut les souligner, c'est des gens qui ne s'adonnent pas aux études. On les attend. On les attend. N'est-ce pas? C'est vrai. Ok. C'est vrai. Ok. Et à côté de la grève des enseignants, des élèves aussi, nous constatons aussi qu'il y a des grèves intempestives des enseignants. Dû à quoi, selon vous, dans ce... Bon, selon moi, les grèves des enseignants aussi, ils revendiquent leurs droits aussi. Oui. Ils revendiquent leurs droits parce que, par exemple, à des primes au paiement des heures supplémentaires. Oui. Bon, c'est leur droit. Mais moi, je pense que aussi pour pouvoir revendiquer, je pense qu'il y a des méthodes aussi. On peut bien revendiquer étant en classe. D'accord. Bon, ça, c'est dans des pays où vraiment on est sûr vraiment de recevoir quelque chose en partie. Voilà. Et Adou a servi comme enseignant vacataire dans les lycées privés aussi. Si, dans ce roman-là, je regarde son fait. Il a servi de vacataire dans des lycées privés. Quelles conditions? Dans des conditions, parce que là, je retrace ça, je prends l'accent même sur ça, parce que c'est... J'ai pris le personnage d'un ami qui a longtemps œuvré dans le milieu scolaire. Il me disait tout le temps, mais si tu sais que dans les lycées dans lesquels je suis payé à 750 de l'heure. Imaginez 750 de l'heure comme enseignant vacateur. C'est dommage. C'est vraiment catastrophique. Mais avec cette somme-là, comment voulons-nous avoir une école performante quand on est sous-payé, surtout? D'accord. À travers ces problématiques, quelles solutions préconisez-vous pour qu'on puisse mettre fin à ces... Bon, la solution que je préconise, il faut que l'État puisse aussi s'assumer. L'État puisse s'assumer comment? En organisant vraiment des états généraux. Il y en a beaucoup eu sur l'éducation, tels que le Prodec et autres, il y en a beaucoup eu. Mais je pense que ces temps-là, c'est révolu. À chaque époque, sa solution. Mais nous voyons aujourd'hui que l'État entreprend beaucoup d'efforts pour réglementer, sinon voilà, mettre sur pied cette question d'éducation aujourd'hui. Oui, il y a eu des états généraux, il y a eu également, lors des assises, on a parlé de la situation de l'école malienne. Oui. Est-ce que, voilà, toutes ces réformes-là, vous m'excusez, ne vont pas permettre en quelque sorte de mettre fin à cette situation que vous décrivez? Oui, ça peut permettre, mais il faut aller au fond. Il faut aller au fond de ce problème. Au fond de ce problème, en faisant quoi maintenant? En essayant maintenant de réglementer, de demander à toutes ces écoles privées qui ont à leur charge des enseignants vacateurs d'essayer maintenant de les déclarer. Il faut les déclarer. Récemment, je me rappelle, il y a 2 années de cela, il y a la création d'un syndicat national des enseignants qui œuvrent dans le privé, si j'ai bonne mémoire. Et ils ont commencé vraiment, ils ont entamé des démarches au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils puissent vraiment être déclarés. Imaginez 750 de l'heure. Parce que c'est très difficile d'avoir un normalien, un sortant de l'ENSUP, aller enseigner dans une école où il n'a pas au moins les 2000 francs requis. C'est impossible. C'est impossible. Donc maintenant, je sais que la solution que je propose à l'État, c'est d'essayer maintenant de réglementer avec l'association des promoteurs des écoles privées, la façon dont ils sont en train de revendiquer leurs droits dans le paiement des bourses et des frais scolaires, et aussi
insiste pour que ces gens aussi puissent déclarer les enseignants vacataires dont ils sont à la charge pour qu'ils aient au moins une sécurité sociale inscrite à l'INPES, inscrite à l'assurance maladie. Donc avec ça, vous allez voir, avec payer et instaurer un forfait. D'accord. Pour le salaire. D'ailleurs, même cette année, nous avons constaté qu'il y a beaucoup des lycées privés qui sont allés en grève parce que voilà, il n'y avait pas eu de réglementation de leur situation avec l'État. Ils ont fait au moins 2 mois en grève. Oui, ils ont fait 2 mois en grève. Je le suis via les réseaux, tout comme vous. Oui, oui. Bon, là, moi, je pense que c'est dit à la situation du pays. Bon, je sais que la situation est très, très difficile ces temps-ci pour tout le monde. Okay. Et je suis sûr et certain que l'État va se revoir et puis va honorer ses engagements. D'accord, voilà. Ça c'est compris. Sur le plan forme, ça c'était le fond. Oui. Sur le plan forme, vous vous inscrivez dans quel genre littéraire? Bon, moi, je n'ai pas de style littéraire proprement dit lorsque je rédige. D'accord. Je n'ai pas de style littéraire proprement dit. Okay. Parce que j'avoue que j'ai fait les lettres quand j'étais au lycée. Okay. Donc, c'est ce style-là que j'ai eu souvent avec les vers, souvent avec la prose, etc. Mais c'est un mélange que là, je ne dirais pas que je suis en train de créer mon propre style. Non. Et j'avoue aussi que la maison d'édition aussi m'a beaucoup aidé lors de la correction pour imprimer essai. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Voilà, là, je tire vraiment mon chapeau et j'ai beaucoup appris avec eux aussi. Donc, prochainement, je n'aurai pas besoin de leur service pour pouvoir corriger. D'accord. Alors, je m'avais posé une question, une très simple question. Est-ce que l'auteur se trouve dans ce roman? Est-ce que ce roman est un roman autobiographique? Non, ce roman n'est pas un roman autobiographique. Je vous mentirais si je vous dis que l'auteur ne figure pas en partie dans ce roman-là. Tout romancier qui vous dit qu'il écrit un roman, il raconte une histoire sans pour autant y mettre du sien, il vous aurait menti. Voilà, il y a une partie de ma vie qui se trouve dans ce roman-là. Mais le roman même ne me concerne pas directement. Ce n'est pas une autobiographie, ni une pensée philosophique, n'importe quelle. C'est une fiction, une histoire comme tous les autres que j'ai essayé d'imaginer parce que je suis toujours à l'écoute. C'est ce que je vous ai dit. Mais c'est une histoire, en partie, une histoire vraie que je raconte dans ce roman. Oui, oui. Je l'ai dit lors de la dédicace, vous étiez là, quand vous m'avez même interviewé, je vous l'ai dit. C'est une histoire vraie qui est relatée dans ce document-là. Mais une histoire vraie que j'ai modifiée à ma façon pour en faire une histoire dont mes lecteurs pourront vraiment se référer parce qu'il y a beaucoup de conseils et d'orientation dans ce document-là. Je sais que vous l'avez lu et vous m'avez même fait part de vos impressions. Oui. D'accord. Quelles sont vos ambitions dans le domaine de l'écriture dans le futur? Bon, dans le domaine de l'écriture dans le futur, ici, je vais profiter de votre plateau pour vous dire que mon second roman même, il est presque terminé. Parce que là, c'est un essai que j'ai lancé pour une première fois. Donc maintenant, j'ai vu que ça va. Donc le second roman, je vais même l'envoyer à la maison d'édition pour une première lecture. Et donc là, je pourrais vous dire que là, c'est une autobiographie. Là, ça parle de moi-même. Et là, c'est un peu plus volumineux qui est à 170 pages. D'accord. Parlant de la couverture de ce roman, les éléments paratextuels, on voit sur cette image qu'il y a des êtres qui s'aiment. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, donc ces 2 êtres qui s'aiment dans ce roman, comme vous le voyez ici, c'est 2 hommes, 2 femmes, des âmes qui s'aiment, un homme, on peut dire que c'est Ina et Adou, qui se tendent la main et forment un son de cœur au bord du lac et en train d'observer le soleil. Donc c'est pour vraiment dire que l'amour, c'est beau. D'accord, merci beaucoup. D'accord, l'amour c'est beau. Ce qui va nous conduire à la dernière question. Oui, allez-y. Après le lancement officiel du roman Ina à la Bibliothèque nationale, quelles sont les étapes que vous allez poursuivre? Donc après le lancement de cet ouvrage-là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité. Par exemple, maintenant des clubs de lecture qui l'ont lu. Déjà lors du lancement, parce que lors de la dédicace, j'avoue que vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont procurées de ce roman-là et qui l'ont lu. Donc ils organisent souvent des clubs de lecture. Donc chaque semaine ou chaque mois, ils prennent un auteur
et cet auteur-là vient les expliquer au juste comment il a écrit ce roman-là, quelles ont été ses sources d'inspiration, etc. Donc, j'ai déjà répondu présent à 3 clubs de lecture, dont le premier même, je le ferai ce samedi, Inch'Allah. Est-ce que l'écriture vous met à l'aise? Oui, l'écriture nous met tous à l'aise. C'est comme l'a dit Boileau, un célèbre écrivain français qui dit que tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots aussi pour le dire viennent aisément. Donc ce qui veut dire quand je conçois quelque chose, de me mettre à l'écrire, ça vient comme ça. Voilà. Je ne dirais pas que c'est un fait inné en moi, mais non. Chaque chose, ça s'apprend. Donc là, je peux vraiment dire que j'ai appris au moins à 20% dans l'écriture. Donc il reste encore des étapes à franchir pour pouvoir me performer encore mieux. Voilà, il faut être modeste. Hein. Où est-ce qu'on peut trouver le livre là, la dernière question? Le livre se trouve à la Bibliothèque nationale. Et aussi, la maison d'édition a pris contact avec moi qu'il y a 2 librairies qui veulent s'en procurer. Donc, je les ai demandé de s'en occuper puisque de faire ce partenariat-là, dont je resterai un peu en marge. Mais pour le moment, le livre est disponible au niveau de la Bibliothèque nationale. Et chez vous? Et j'ai quelques exemplaires en moi, mais pour ceux qui veulent l'avoir, parce que je ne suis pas très stable, je ne suis pas très stable, vous l'avez vu, donc pour ceux qui veulent s'en procurer, ils peuvent aller au niveau de la Bibliothèque nationale et ils pourront trouver l'ouvrage là sur place. D'accord, c'est compris. Et monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon oui, le dernier mot que j'ai, je pousse surtout les jeunes à lire. Parce que la lecture, c'est un vaste réservoir de connaissances. Un vaste réservoir de connaissances. La lecture, c'est pas comment dire tous les avantages qu'on peut avoir en lisant. Ça améliore le vocabulaire, les compétences et surtout dans la communication, l'art de pouvoir parler. Et elle garde aussi l'esprit tellement actif et aussi on peut rentrer dans la peau même de ces personnages fictifs-là qu'on choisit souvent pour en faire un livre. Et aussi, ça nous permet aussi d'acquérir au juste une compréhension plus approfondie des différentes perspectives de la vie. Quand on lit, obligatoirement, on apprend. Et quand on apprend, ça reste. Voilà. Merci beaucoup. Quand on lit, on apprend et ça reste. Voilà, c'est sur ces mots qui va terminer cette émission. Monsieur Abdoulaye Cissé, merci. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Diallo, et à toute l'équipe de l'Afia TV, vraiment de l'occasion qu'ils m'ont donnée pour pouvoir venir parler de ce roman-là qui vient juste de paraître. Et je vous dis grand merci. Et je ne vous remercierai jamais assez. Et à l'ensemble aussi de vos téléspectateurs. D'accord. C'était là l'émission Entre nous. Avec moi sur ce plateau, vous avez vu, nous étions autour de Ina, le livre intitulé de M. Abdoulaye Cissé, qui vient d'être publié par l'édition Sawa. Et nous remercions à tous et à toutes. Et à la prochaine. Au revoir.